Bonsoir tout le monde. Bienvenue donc à cette conférence. Donc je suis Sylvie Raoult. Donc je suis actuellement l'assistante de Annie Katzmann, qui est l'archéologue du château de Versailles, et je suis particulièrement chargée de l'inventaire des objets du mobilier archéologique. Et donc je vais me faire un plaisir ce soir de vous parler de ça. Bienvenue tout le monde à cette conférence consacrée à la présentation donc de la vaisselle et du mobilier domestique retrouvé lors des dernières fouilles sur le parc de Marly et de l'ancien château de Marly-le-Roi. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à des objets plus ou moins prestigieux, hein, de la belle faïence par exemple, mais aussi à des objets plus triviaux qui peuvent être surprenants, mais qui en fait sont très précieux puisqu'ils nous constituent vraiment un instantané de la vie à Marly et en fait nous permet d'imaginer un peu comment vivaient les gens au quotidien dans ce lieu. Donc on verra en premier des éléments de vaisselle en faïence et en verre. Ensuite on parlera un peu hygiène et après en dernière partie je vous présenterai donc les objets de distraction et de loisirs. Alors je vais commencer par vous rappeler un tout petit peu rapidement les sites qui ont été fouillés à Marly. Les sites fouillés sont la rivière en haut, les nappes en bas, le troisième pavillon du Levant, le pavillon royal et également le balcon des Muses. On en a parlé hier. Actuellement, ce sont les lieux des communs, mais comme les fouilles viennent juste de démarrer, il n'y aura pas d'objet à vous présenter. On espère l'année prochaine. Sur le balcon des Muses et par exemple sur la rivière, c'était surtout des fouilles en fait qui étaient là pour étudier des structures, donc pas vraiment d'objets qui ont été révélés, mais on a deux sites qui ont été riches en mobilier archéologique, c'est le troisième pavillon du Levant et le pavillon royal, et particulièrement parmi ceux-là, donc le pavillon du Levant. Donc c'est en 2014 qu'on a fouillé cet endroit. Ça, au départ, c'était vraiment pour étudier exhaustivement l'un des pavillons des invités. Ils étaient 12 en fait, ces pavillons, construits en 1679 et entre 1679 et 1684, et donc tous bâtis sur le même modèle. C'était des petites choses, des édicules cubiques de 11 mètres sur 11. En fait, il y avait deux niveaux, tout simplement, des appartements, des chambres, des cabinets. C'est en 1806, vous le savez sans doute, que le domaine de Marly a été détruit, château, pavillon, des invités compris. Et il faut attendre les années 1988 et 1992 pour qu'il y ait des premières opérations archéologiques donc sur le site. Et pendant la fouille de 2014, alors ça fait toujours sourire quand on explique ça aux néophytes, mais c'est la fosse d'Aisance, les latrines, qui s'est vraiment révélée très très riche en mobilier archéologique. Elle n'avait pas été vidangée en fait, donc elle était restée intacte. Et en effet, souvent les latrines servent de dépotoir ou parfois aussi recueillent les objets tombés des poches des gens. C'est des choses qui arrivent toujours à l'heure actuelle, que des clés tombent d'une poche malheureusement dans les toilettes. Et du coup, c'est des endroits comme ça qui sont souvent très très riches en mobilier et donc que les archéologues adorent. Donc voilà, précisément la fosse des Anses du troisième pavillon du Levant. Ensuite, le pavillon royal, donc l'œuvre de Hardouin-Mansart, plan centré et carré, et donc était sur une terrasse surélevée de quelques marches. Alors, j'insiste pas trop là-dessus parce qu'on vous en a parlé hier. Donc, à la croisée des deux axes du parc. Au rez-de-chaussée, il y avait 4 appartements identiques pour le roi, la reine, monsieur frère du roi et madame. Et ensuite, ces deux-là ont laissé leur place au dauphin et à la dauphine. Et donc, en 2015, les objectifs de la fouille, ça a été de dégager le plan d'un appartement, en l'occurrence celui du roi, et d'en fouiller les fosses d'aisance, également de trouver les caves et de compléter le tracé des aqueducs. On vous en a parlé hier. Effectivement, les archéologues, ce qui était porteur d'espoir, c'était la fosse d'aisance de l'appartement du roi, qui avait été. Le problème, c'est qu'ils avaient été abandonnés au cours de l'occupation et donc curés, et donc finalement, elles n'ont pas livré les objets qu'on pouvait attendre, plutôt de beaucoup d'éléments d'architecture et de sculpture, mais pas les petits objets du quotidien comme on va les voir tout de suite en fait dans cette conférence. Alors, je vais commencer par vous parler de la vaisselle de faïence et de verre. Et d'abord, on va parler des pièces
de faïence. Alors, enfin, tous les archéologues le savent, la céramique, vraiment, c'est un matériau qui a une place prépondérante dans le mobilier découvert dans des fouilles. Souvent, bien sûr, c'est absolument dans un état cassé, mais le matériau est plus résistant que d'autres aux altérations, à l'humidité, à l'acidité des sols, etc. Et donc, résiste plutôt mieux. Et donc, c'est souvent des kilos et des kilos de tessons hein, qui sont sortis. Là, je vous ai mis au moment où c'est sorti de la fouille et ce qu'on a pu en faire après remontage, restauration, soit en entier, soit en partie. Et donc, alors je baisse, excusez-moi. Hop, ça me gêne. Voilà. Donc, ces objets-là, effectivement, parce qu'ils justement ils sont très nombreux, sont aussi, comment dire, très utiles aux archéologues pour dater des couches, etc. Et donc, les fouilles de Marly ont mis au jour des fragments de terre cuite, pardon, glacurée, de grès, de faïence, de porcelaine, donc tout type de céramique. Et la qualité des terres employées et le soin apporté à la forme, au décor des objets, en fait, nous révèlent leur fonction, la durée d'usage et aussi le statut des utilisateurs. Hein. Donc, c'est vraiment des renseignements très précieux. Soit ce sont des ustensiles de cuisine en terre cuite ou alors des récipients de stockage, mais ça peut être aussi de la vaisselle de table très simple pour les domestiques ou de la faïence et de la porcelaine pour les courtisans, etc. Donc, on étudie les pâtes, on étudie les marques, les décors, et tout ça peut permettre de déterminer en fait les centres de production, les manufactures qui ont provisionné, pardon, en l'occurrence là, une résidence royale. Et effectivement, les pièces que je vais vous présenter, elles ont été retrouvées dans les fouilles de 2014. C'est le troisième pavillon du Levant et elles peuvent être datées de la fin de Louis XIV au plus tard, en fait, à la fin des années 1730. Et donc, parmi elles, il y a un plat absolument exceptionnel, c'est le plat en faïence de Delft. Il est exceptionnel d'abord pour la fouille parce que c'est le seul qui peut être daté vraiment avec certitude de la fin du XVIIIe siècle. Donc, vous voyez que c'est un grand plat circulaire. Hein. On a des bords légèrement ondulés et au milieu, vous pouvez voir ce très beau décor chinois qui est peint en camailleux de bleu, c'est-à-dire en dégradé ou de bleu ou uniquement en bleu. Et donc, ça a été fabriqué, on le sait, dans un atelier de Delft. On le sait parce qu'à l'arrière, un des tessons qui a été retrouvé présentait en fait une marque composée d'un L et d'un C. Vous voyez qu'ils sont entrelacés. Et c'est ça qui a permis, ça s'appelle une marque de fabrique, qui a vraiment permis d'identifier la manufacture de Delft où l'objet a été fabriqué. Et donc, cette manufacture s'appelait l'atelier du pot de métal, active entre 1670 et 1675, et qui a été dirigée, vous voyez que les renseignements sont précis, de 1672 à 1691 par un homme, un peintre, qui s'appelait Lambertus Cleffius, d'où le LC, et c'est qui a signé sa pièce. Donc, c'est vraiment une pièce exceptionnelle par la beauté, par la taille, mais aussi parce qu'elle a ce renseignement extrêmement précieux. Et donc, en effet, c'est un plat qui a été façonné dans une pâte très fine, avec une glaçure, vous le voyez, une couverte qui est légèrement bleutée. Et donc, on a ce motif peint chinois à l'intérieur et au revers, hein, ce sont donc des motifs abstraits peints en bleu, en fait, qui s'inspirent hein, des porcelaines de Chine des 16e et 17e siècles, qui, elles aussi, étaient peintes en bleu. Et ça, en fait, c'est caractéristique des nuages hein, qu'on peut retrouver sur certaines porcelaines chinoises. Et en fait, ces porcelaines-là étaient très, très en vogue aux Pays-Bas. Et on sait que les Néerlandais avaient un quasi-monopole du commerce avec la Chine à ce moment-là, avec la fameuse Compagnie orientale des Indes hollandaise. Mais il y a eu certaines années, entre 1644 et 1661, où il y a eu une rupture dans l'exportation des porcelaines chinoises. Et donc, ça a poussé les Hollandais à imiter ces porcelaines. Alors, à l'époque, on n'a pas encore découvert le secret de la porcelaine en France, en Europe d'ailleurs. Ça ne vient qu'au XVIIIe siècle, hein, en France sous Louis XV. Mais on utilisait la faïence hein, pour imiter la porcelaine. Et donc, à Delft, hein, les faïenciers
qui en fait connaissaient bien les objets, s'en sont chargés. Donc la scène principale, on voit un dignitaire qui est accueilli avec beaucoup d'égards, hein, voici le dignitaire qui est accueilli par des Chinois. Et donc cet objet-là est datable des années 1680-1690. C'était une époque où la faïence de Delft était d'une telle finesse et d'une qualité qui était vraiment reconnue et qui était exceptionnelle, qu'on parlait à ce moment-là de porcelaine de Delft, ce qui est un abus de langage, mais qui montre hein, le prestige de ces objets et la qualité aussi de ces objets. Et donc, à partir de Delft et de la Hollande, effectivement, ça s'est répandu, hein, tout simplement, dans le reste de l'Europe et particulièrement en France. Voici comment cet objet a pu se retrouver ici. Donc, c'est vraiment ce genre de faïence qui a été aussi à l'origine du développement, en tout cas, d'un goût chinois, et donc par les ouvriers, par la vente, bien sûr, mais aussi parce que certains ouvriers qui savaient bien en France notamment il y avait un goût pour ces céramiques, n'ont pas hésité en fait à venir travailler dans les manufactures françaises et ont développé ce décor chinois qui a été extrêmement apprécié par la clientèle française. Donc voici hein, pour ce premier objet de faïence le plus exceptionnel. Il y en a quelques autres hein, qui sont très beaux. Par exemple, cette assiette à décor de lambrequin. Les lambrequins, c'est ces choses-là. Voilà, qui imitent en fait des décors d'architecture et donc de fleurs chinoises. Donc ça, c'est une petite assiette qui provient, alors pour le coup, d'une manufacture parisienne, pas forcément de Delft. Donc elle est aussi décorée au revers de fleurs à la manière chinoise et elle porte un décor rayonnant hein, sur l'aile ou le marli, un décor rayonnant. Et sur le bassin, c'est comme ça qu'on appelle la partie centrale des assiettes, ce sont des fleurs d'inspiration chinoise. Alors, là, pour le coup, on n'a pas de marque de fabrique, donc on ne peut pas attribuer cette assiette à une manufacture en particulier, mais on peut tenter de les dater, on va dire, entre 1690 et 1730. En fait, c'est la période à laquelle culminent dans les manufactures françaises les décors chinois en camailleux de bleu et donc souvent inspirés justement de Delft hein, et donc de ces ouvriers venus de Hollande. Il faut bien comprendre qu'on est à une époque où les chinoiseries sont à la mode dans les arts décoratifs. Si vous connaissez par exemple le musée Cognacq-Jay à Paris, il y a une salle entière consacrée à ça. Donc une chinoiserie, c'est un objet d'art dont l'esthétisme procède du courant alors orientaliste, mais précisément, effectivement, tourné vers l'Extrême-Orient. Donc, c'est vraiment un attrait du collectionnisme pour les objets et les architectures provenant d'Extrême-Orient, sans trop de distinction d'ailleurs. On parle de chinoiserie à cette époque-là, c'est pas spécialement la Chine, ça peut être le Japon aussi. Donc, soit les objets qui en viennent, soit les objets qui imitent, parce que faire venir à ce moment-là des porcelaines du Japon, de la Chine coûte extrêmement cher, donc on peut se rabattre aussi sur les objets qui imitent et à ce moment-là, on imite l'imagerie, mais parfois d'ailleurs à réinterpréter et sans qu'il y ait vraiment trop de rapport avec vraiment les objets, enfin comment dire, l'iconographie d'origine ou l'art d'origine, ça doit surtout évoquer l'Extrême-Orient. On peut voir ça dans des papiers peints. Si vous connaissez les collections du Musée des Arts Déco à Paris, vous irez voir les papiers peints. Il y a quelques papiers peints à chinoiserie comme ça, qui ne ressemblent en rien à des peintures chinoises, mais qui évoquent ça, ce goût hein, de l'exotisme et de l'Extrême-Orient. Donc là, on a vu des pièces de faïence hein, très belles qui témoignent en fait d'un succès énorme qu'a eu la faïence à la fin du règne de Louis XIV, en partie dû au fait que Louis XIV, qui a été en mal de numéraire, vous le savez, a fait paraître des édits de fonte de l'orfèvrerie pour récupérer le métal. On est en 1689 puis en 1709 et donc la faïence a connu un véritable âge d'or à ce moment-là et notamment dans les milieux aristocratiques. Évidemment, ça coûte de l'argent, hein, donc c'est pas tous les milieux qui pouvaient se payer ça. Et puis c'est l'arrivée de la porcelaine a fait décliner la faïence, mais là on est seulement au milieu du XVIIIe siècle, donc c'est bien plus tard. Et puis finalement la porcelaine elle-même avait été victime d'une autre faïence, la faïence fine, beaucoup moins coûteuse. Et là on est à l'époque révolutionnaire.
Alors, je continue un petit peu dans la vaisselle avec les pièces de verrerie. Ce sont vraiment des objets trouvés dans les fouilles hein, de Marly, mais évidemment, le verre est plus fragile. Il se dégrade aussi très rapidement, notamment au contact de l'humidité. Il peut vraiment partir en lamelles ou alors devenir complètement opaque ou irisé. C'est très fragile, le verre, hein, c'est beaucoup moins résistant, pas que à la casse, hein, à la dégradation aussi que la céramique, mais on a eu la chance en fait d'avoir pu reconstituer et identifier un certain nombre de pièces. Et donc ces pièces-là témoignent de techniques de fabrication du verre et de techniques de décor aussi au cours du XVIIIe siècle. Et il y en a plusieurs qui sont vraiment intéressantes dont on va s'occuper dans un instant. Et donc celles-là aussi proviennent du troisième pavillon du Levant. Alors, parmi ces objets, on a d'abord les deux verres à jambes en verre fougère. Donc, ces deux verres ont un calice alvéolé. Ils sont destinés à boire du vin, bien sûr, et ils ont été soufflés dans un verre qu'on dit fougère au XVIIIe siècle. Alors, le verre fougère, c'est un matériau très léger, transparent. En fait, pourquoi on appelle ça fougère? C'est que c'était fabriqué dans des verreries qui étaient souvent itinérantes, situées à proximité de forêts. Et pourquoi les forêts? Mais parce qu'elles étaient prisées d'abord pour le combustible, bien sûr, qu'il faut faire tourner les fours, et aussi pour la fougère. Alors, à quoi pouvait servir la fougère qu'on trouve en abondance dans les forêts? En fait, on sait que le verre se compose de silice, mais on rajoutait à la silice de la cendre de fougère qui était là pour abaisser la température de fusion du verre, de la silice en l'occurrence. Et donc, effectivement, il y a eu tout un développement, un succès hein, de ce type de verre qui est très léger, qui est très, très transparent et qui a contribué en France, à partir des années 1720, à en fait, un déclin du verre de Venise ou à la façon de Venise. En fait, cette concurrence était plutôt bienvenue d'ailleurs pour les manufactures françaises, hein, bien sûr. Hein. Donc, de ces verres à jambes, en fait, on connaît pas mal d'exemplaires dans d'autres collections. Là, je vous montre le travail hein, des archéologues hein, pour effectivement le dessin, ça permet de mieux comprendre que les pieds sont creux. Le dessin technique, ça peut paraître parfois, comment dire, ça, on se dit que s'il y a des bons appareils photo, on n'a pas besoin du dessin technique. En l'occurrence, ça permet de faire apparaître des détails hein, sur humaine vue, des pieds creux, des décors qu'on voit mal à la photo, etc. Donc là, vous avez des très, très beaux dessins techniques, il faut en profiter. Donc, pardon, je reviens à mon propos. Ces verres à jambes, on les connaît assez bien puisqu'il y en a dans d'autres collections. En fait, en France, il y avait une espèce de petite propagande qui expliquait que le vin, pardon, était meilleur à boire dans un verre fougère que dans un verre de Venise. Et c'est ce petit dicton-là qui avait contribué au succès de ces objets en France. On est dans le deuxième quart du XVIIIe siècle. Et ces verres étaient alors utilisés pour toutes sortes de vins, hein, blancs ou rouges. Il y a de multiples variantes, hein, vous en doutez, pour ces verres-là, c'est vraiment une production importante. Donc, on a quand même pas mal d'exemplaires, mais ils témoignent non seulement de l'abandon du verre à la façon de Venise à la fin des années 1720, mais aussi d'une activité qui s'est révélée intense, celle de la production de verre en France. On est dans une période pré-industrielle, mais ça n'empêche pas que les manufactures produisent en très grand nombre ces verres. Voici deux autres verres, des gobelets, hein, tout simplement. Alors, il ne faut pas se tromper, hein, ces objets-là ne sont pas moins prestigieux que ceux que je viens de vous montrer. Hein. Ce sont des verres à eau, plus épais, en effet, en fait, qui ont été soufflés dans des moules à pan. Et ça se voit très bien avec le dessin technique hein, que vous avez là. Donc, des moules à pan. Et alors, c'est là que le dessin technique s'avère utile aussi, c'est que ce décor de triangle-là, hein, qui est pris dans certains pans, celui-là, et celui-là n'est pas forcément bien visible en photo ou à l'œil nu. Hein. C'est l'œil hein, de l'archéologue qui permet de le révéler. Donc, c'est un décor de petits motifs triangulaires qui ont été gravés à la roue dans la partie supérieure. C'est une technique qui est venue de Bohême et qui nécessite un verre épais. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire, c'est qu'on a besoin de l'épaisseur du verre pour faire le décor. Hein. Le deuxième verre, lui, enfin le gobelet, montre sur toute la hauteur un décor de facettes
ou à pan régulier qui est obtenu par soufflage dans un moule. Et donc, ces deux gobelets peuvent être datés des années 1760 et 1770. En fait, pourquoi cette date-là? Parce que c'est la date à laquelle les verres à la manière de Bohème, qui ont été très appréciés en France, ont remplacé le verre fougère, donc le verre qu'on vient de voir, qui était considéré comme démodé. Et puis pour le plaisir, je vous présente cette topette, donc une petite bouteille qui est soufflée dans un verre de couleur verdâtre qui a commencé à s'iriser. Hein. Ça, c'est un signe de dégradation. Hein. C'était pas comme ça à l'origine. Donc, le pavillon du Levant, toujours. Et cette topette a pu être datée grâce à sa silhouette. Hein, l'évolution des formes est assez bien documentée. Et donc, des années 1760. Et donc, c'est les documents d'époque hein, qui appellent ça les topettes. Donc, c'est soit pour du vin, soit pour de la liqueur. Hein, c'est ce genre de bouteille. Donc, c'est quelques objets hein, qui ont été retrouvés dans les sous-sols de Marly, en fait, illustrent des aspects variés de l'histoire du verre français au cours de deux périodes importantes. Ça nous montre les changements de goût qui se produisent dans les années 1720-1730, qui peuvent être évoqués par les deux verres à jambes, hein, en fait, dont la présence témoigne aussi du retour du souverain à Marly et de ses hôtes à Marly. Hein. C'est des objets très prestigieux, donc il faut que ce soit la cour hein, qui soit là pour qu'on puisse trouver ces objets-là. Les innovations des années 1760 sont, donc un peu plus tard, sont elles illustrées donc par les deux gobelets qui ont montré l'introduction dans le verre français des imitations hein, des verres à la façon Bohème. Et puis la petite bouteille est un exemple parfait du développement des bouteilles à vin et des flacons à liqueur tout au long du XVIIIe siècle. Toujours dans la vaisselle, je vous présente une fourchette. Alors, quelques rares objets ont été retrouvés en dehors des fosses. Hein, c'est le cas de celle-ci. C'est vrai que le gros a quand même été trouvé dans les fosses. Et donc, on a des objets de la vie quotidienne, comme cette fourchette à 3 dents que vous pouvez observer là. Donc, encore un dessin technique réalisé par notre amie Dominique. Si elle est branchée, elle se reconnaîtra. Donc, c'est du métal ferreux. C'est un alliage. Hein. Alors, de nos jours, les fourchettes, évidemment, ça paraît un objet très ordinaire. En fait, à l'époque, ce n'est pas du tout le cas. C'est un objet vraiment de grand luxe, la fourchette, même un peu extravagant. Les fourchettes, en fait, telles qu'on les connaît actuellement, sont apparues dans l'Empire byzantin et en Europe occidentale, c'est d'abord en Italie. Ce n'est pas étonnant hein, géographiquement, hein, qu'elles sont adoptées au XIe siècle et à l'époque, c'est vraiment un extrême raffinement. Hein. Elles sont peu utilisées. Et à la Renaissance en Italie, elles servent seulement à saisir les viandes pour les prendre dans le plat, mais on continue à manger avec les doigts, on ne mange pas à la fourchette. Et ensuite, à partir de l'Italie, elles se répandent et de manière assez logique, en France, c'est un usage très très limité, mais ça arrive avec la cour de Catherine de Médicis. On est en 1574, donc c'est elle qui amène cette curiosité d'Italie et c'est son fils Henri III qui répand la mode de la fourchette. Alors c'est vraiment une marque encore d'excentricité parce que à cette époque, encore une fois, on continue de piquer les aliments, les poires hein, notamment, et ensuite de manger avec les doigts parce qu'on avait peur de se piquer avec les dents de la fourchette. Voilà quelque chose d'assez drôle en fait, hein, vu de notre époque. En tout cas, à la table du roi de France Louis XIV, chaque personne avait sa fourchette à gauche de son assiette, mais on l'utilisait assez peu parce que Louis XIV lui-même préférait manger avec les doigts. Alors du coup, évidemment, on s'aligne hein, sur ce que fait le roi. Et donc, il faut savoir aussi que ça ne s'est pas répandu aussi vite que ça parce que, assez bizarrement, enfin, c'est assez comique aussi, jusqu'au XVIIIe siècle, l'Église voit dans la fourchette l'instrument du diable. Et donc, ça inciterait au péché de gourmandise. Et donc, effectivement, la diffusion vraiment de la fourchette remonte plutôt au siècle des Lumières. Donc, il faut bien comprendre hein, que les objets que je viens de vous présenter sont des objets exceptionnels. Leur présence n'est pas rare dans un site, dans un contexte royal comme Marly, mais effectivement, dans des sites moins prestigieux, on ne retrouverait peut-être pas tout ça. Et en tout cas, sur le site de Marly, on retrouve aussi des objets plus modestes et on en parlera tout à l'heure. Alors, je vais peut-être devoir accélérer un peu. En attendant, on va s'occuper un peu d'hygiène. Alors, c'est vrai qu'en ce qui concerne l'hygiène, à Versailles notamment, on continue à colporter des idées
fausses, il faut dire les choses comme elles sont. On entend souvent que Louis XIV n'aurait pris qu'un seul bain dans sa vie et que les courtisans faisaient leurs besoins derrière les rideaux. Eh ben, je vais tordre le cou à ce cliché-là. L'hygiène a toujours été à Versailles une préoccupation majeure, avec notamment des créations de lieux de commodité dans le château, etc. Donc, il faut faire attention aux légendes. Bon, c'est vrai que dès le XVIIe siècle, surtout le XVIIe siècle, a gardé vis-à-vis de l'eau des inquiétudes nées de la fin du Moyen Âge, des grandes épidémies de peste, etc. Et on pensait que l'eau véhiculait les épidémies. On n'avait pas compris le vecteur de contagion, qui est pour la peste les puces de rat en l'occurrence. On ne prend pas beaucoup de bains à Versailles sous Louis XIV, mais ce n'est pas tellement par manque d'hygiène, parce qu'on compte rester propre, hein. C'est plus par méfiance vis-à-vis de l'eau. Alors évidemment, comment dire, pour nous, qui sommes dans une société où on se lave énormément, on n'a pas vraiment la même vision de l'hygiène. On serait horrifié sans doute par les conditions d'hygiène, mais dans la tête des gens qui vivaient à cette époque-là, l'hygiène était respectée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas des gens qui considéraient vivre salement, qui aimaient vivre salement, hein. Il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Et c'est vrai que la peur de l'eau, effectivement, un facteur à tenir en compte, évidemment, à prendre en compte, hein. Donc, on préfère la toilette sèche parce qu'on se lave avec un linge parfumé. On s'aide de fard, de pommade, d'essence, de maquillage, de peigne, etc. On poudre les cheveux, notamment pour assécher et dégraisser les cheveux. Et c'est vrai qu'on porte l'attention, surtout c'est les parties qui se voient, parce que c'est aussi dans la bienséance, hein, d'être propre. Donc, les mains et le visage. Et pour le reste du corps, la propreté est symbolisée par celle du linge, c'est-à-dire qu'on change énormément son linge qui doit rester blanc et qui symbolise la propreté. Et dans cette manière de se laver, évidemment, les cosmétiques, les fards, les parfums sont extrêmement importants et donc procèdent vraiment de l'hygiène. Ça change dans le deuxième tiers du XVIIIe siècle, puisque c'est le retour du bain dans l'aristocratie. Alors, ça reste assez limité et irrégulier, mais c'est vrai que la crainte à l'égard des pestes, des maladies tombe tout simplement. Et dans des années aussi, on attache plus d'importance à la pudeur. Et donc, dans les châteaux, notamment à Versailles, naissent des cabinets de toilette, des cabinets de propreté, de commodité, ou ce qu'on appelle les lieux à l'anglaise. Et pour ces lieux-là, on crée un mobilier vraiment exprès, complet et raffiné. Et donc, ces mobiliers, les bidets, etc., en fait, supposent une pratique de la propreté plus intime, oui, c'est ça, plus intime. Et donc, et puis, c'est aussi à cette époque qu'on commence à comprendre que les cosmétiques, notamment la poudre blanche pour blanchir la peau, etc., sont nocifs, en fait. Et donc, au nom de la santé, dès 1760 et encore plus à partir des années 1780, où on infléchit, on change vraiment les habitudes, on infléchit la sensibilité à la propreté, et la propreté devient plus du domaine de la médecine que celle de la civilité. Pardon. Donc, des objets relatifs à l'hygiène et à la toilette ont été exhumés lors des fouilles archéologiques donc de Marly, les fosses d'Aisance, hein, donc ont été effectivement très très riches, hein, celle du pavillon des invités. Et donc, c'est des objets datés de la seconde moitié du XVIIIe siècle. On a des pots de chambre, des pots à eau, des flacons à cosmétiques, et donc ont été utilisés par les courtisans quand c'est de la très belle céramique et en l'occurrence par le personnel de service quand c'est des objets un peu moins prestigieux. Donc, je vous présente un objet alors extraordinaire, vraiment que ça a été une trouvaille extraordinaire. Ça a été trouvé en 2014 et si vous regardez bien, que vous plissez les yeux, vous voyez que dans ce flacon quadrangulaire, alors c'est du verre bleu, hein, c'est un flacon très élancé avec un goulot étroit et donc un bouchon de liège. Et en fait, ce flacon contient une certaine quantité d'essence parfumée, en fait, un liquide, hein, tout simplement, d'essence parfumée en mélange. Alors, on ne sait pas trop, en fait, à quoi elles étaient destinées, peut-être à des fins pharmaceutiques, peut-être à des fins cosmétiques, probablement plus d'ailleurs pharmaceutiques que cosmétiques. Je vais en reparler tout à l'heure. Sachez quand même que la couleur bleue très, très particulière de ce verre
peut permettre d'identifier une manufacture, hein, ce serait celle de la Grésine dans le Languedoc, hein, qui s'était, dès le XVIe siècle, vraiment spécialisée, hein, dans la production de ce verre, donc un verre transparent, coloré dans la masse, et donc pas peint, donc coloré dans la masse en bleu ou en vert. Et alors, petite curiosité, c'est le bouchon de liège. Alors, de même que la fourchette, à l'heure actuelle, les bouchons de liège, ça nous paraît extrêmement banal, naturel. Sachez qu'il n'en est rien du tout à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe siècle, parce qu'il venait tout juste de réapparaître en France, après une longue éclipse depuis l'Empire romain. Donc, vous voyez que ce petit bouchon n'a l'air de rien, mais en vérité, ça permet déjà de bien dater la bouteille. Et puis, ben, voilà, c'est le signe, hein, d'un renouveau de quelque chose, alors que c'est exceptionnel. Et en fait, ce qui était pratique, les bouchons de liège, hein, c'est idiot, hein, mais c'est de coucher les bouteilles à plat dans les caves et donc de gagner de la place, hein, tout simplement. Alors, je me penche de nouveau sur ce liquide qui est à l'intérieur. Sachez que donc Annie Ketzmann, hein, a commandité des analyses chimiques, hein, et botaniques sur le reste, hein, contenu dans la bouteille. Et donc, on a pu identifier de la résine de sapin baumier, ce qu'on appelle le baume du Canada, qui a été en fait, enfin, qui est assez courant, très tôt utilisé dans la pharmacopée européenne, et donc a une odeur plutôt fine. On a identifié de la graisse animale, hein, c'est pour le support, de la résine de cyste, qui a une odeur plutôt balsamique, de l'huile de bois de cèdre et de la racine de valériane distillée. Vous savez que la valériane a des propriétés calmantes, hein. Et donc, on sait aussi qu'on a mis de l'éthanol, c'est-à-dire de l'alcool, comme solvant des graisses. Et puis, l'alcool rend les odeurs volatiles, c'est-à-dire que du coup, il les met en évidence. Alors après, elles s'échappent plus rapidement, mais ça permet aussi de rendre les odeurs plus perceptibles. Donc, l'éthanol, hein, comme solvant. Alors, le problème, c'est que donc il y a eu des recherches faites dans les sources et on n'a trouvé aucune préparation médicale, que ce soit médicinale ou de toilette ou cosmétique, qui correspondent de près ou de loin d'ailleurs aux produits qui ont été identifiés. Donc, on a proposé un médicament à visée peut-être pectorale ou alors cicatrisant, ou alors quelque chose donc à boire ou à appliquer localement. On a une autre option, c'est celle de la poudre à brûler, mais la poudre à brûler avait à l'époque aussi des vertus médicinales, en tout cas on le pensait. C'était fait pour assainir l'atmosphère par exemple ou prévenir la contagion, et donc voilà, ça pouvait aussi avoir la poudre à brûler des visées médicinales. En tout cas, le contenu analysé ne correspond pas aux recettes qu'on peut avoir dans les recueils de pharmacopée, etc. Donc, on pense que ça a été une préparation ad hoc, c'est-à-dire faite en particulier pour un personnage, peut-être avec des problèmes de toux, par exemple. Donc ça, j'adore ce petit objet, ce contenu, parce que c'est très émouvant, hein, de pouvoir toucher du doigt comme ça des médicaments personnels, etc. Enfin, j'aime beaucoup cet objet. Alors, on va continuer avec donc le mobilier de toilette et particulièrement en faïence. On retourne à nos belles faïences, à nos chinoiseries, etc. Donc, les aiguières, hein, que je vous présente, ce sont des pièces de toilette à l'origine toujours accompagnées de bassins, hein. Elles sont rarement toutes seules. Elle porte pour l'une un décor de personnages chinois, vous le voyez, et pour l'autre un décor de lambrequin, d'origine, toutes les deux en fait sont d'origine rouennaise. Donc elles sont en forme de casque. Bon, évidemment, il faudrait les retourner pour s'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment à Rouen, à la manufacture de Rouen, qu'on a mis cette forme au point dès la fin du XVIIe siècle. L'aiguière à décor chinois, malheureusement, a perdu son anse. Vous voyez qu'elle a été cassée et pas retrouvée surtout. Elle a perdu son anse. On a un décor en camailleux de bleu et qui, encore une fois, est un bon témoignage du goût chinois, on en a parlé tout à l'heure, qui a apparu vers le 1680 et dont l'objectif était d'imiter les faïences de Delft à décor chinois, qui elles-mêmes imitaient les porcelaines chinoises. Et donc, ce goût-là a perduré jusque vers 1720. Alors, c'est difficile d'attribuer, encore une fois, cet objet à une manufacture précise parce que la forme a été inventée à Rouen, mais en fait ne colle pas tout à fait à la manufacture de Rouen. Donc, on a pensé à la manufacture de Saint-Cloud, qui est quand même très, très proche, hein, de Marly et qui était protégée par le frère du roi.
Donc, pour le plaisir, je vous montre les deux faces de l'aiguière à décor chinois. Là, vous voyez hein, la restauration. Alors, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi on a laissé en blanc comme ça, mais ça, c'est des restaurations archéologiques. On ne doit pas tromper sur la marchandise, tout simplement. Hein. Les parties restaurées restent visiblement restaurées. Voilà, c'est comme ça que se font les restaurations en archéologie. Et puis l'autre, sur toutes les faces, avec cette très belle anse aussi, un ouvragé moulé. Et donc ce décor en camailleux de bleu. Je passe à un autre objet exceptionnel, c'est le pot de chambre à la marque de Marly. Donc, les fouilles ont livré hein, ce pot de chambre. Et donc, il porte sa marque qui est très exceptionnelle. C'est une marque de fabrique aussi, la marque est couronnée et cantonnée de palmes. Hein, vous voyez, hop, la couronne, les palmes. En fait, elle est exceptionnelle parce qu'on connaît plusieurs pièces qui portent le chiffre de Marly, mais aucune, je dis bien aucune, encore à ce jour, a porté le nom entier. Et c'est là qu'elle devient exceptionnelle. Alors, ce n'est qu'un pot de chambre, vous me direz, mais quand même, cette marque en fait quelque chose d'assez précieux. Et donc, ce pot de chambre fait sans doute partie des livraisons rouennaises, on en parlait tout à l'heure, faites à Marly. En 1781, on sait que ces livraisons comportaient donc des pots de chambre circulaires et ovales et d'autres pièces. Cette pièce est assez différente. Des pièces également réservées à l'hygiène, connues par ailleurs, qui étaient livrées pour le service des officiers du roi, donc des gens assez haut placés, dans les différentes résidences royales d'Île-de-France et qui ont été attribuées à la manufacture de Saint-Cloud, qui était livrée vers 1600, avant 1766, qui est la date de la fermeture de la manufacture. Donc celle-là est différente et serait plutôt rouennaise. Donc, comme pour les pièces de vaisselle, hein, ces pièces, maintenant vous le savez, témoignent de l'immense succès de la faïence à la fin du règne de Louis XIV, dû, je vous en ai parlé, aux édits de fonte de l'orfèvrerie promulgués par Louis XIV en 1689 et 1709. J'en termine avec les objets d'hygiène. Alors, je vous montre encore une fois cette marque, le travail aussi de reconstitution, de dessin, etc. Et donc, on va passer… Alors, ça, c'est un exemple vraiment incongru. Vous allez vous demander vraiment pourquoi je vous ai mis ces seaux en cire dans les objets d'hygiène. Eh bien, je vais un peu faire perdurer le suspense. D'abord, pour vous expliquer qu'il y a une quarantaine de cachets de cire qui a été découverte dans la fosse des Anses du 3e pavillon du Levant. Donc, la fosse était régulièrement vidangée et on sait que le mobilier, du coup, y est très homogène dans sa datation, c'est-à-dire que les dates sont très, très rapprochées. Il a été jeté après la dernière vidange de la fosse, lors de la dernière période d'occupation du château, au plus tard en juillet 1789, date du dernier séjour à Marly. Donc, ce sont des seaux de clôture de lettres. À Marly, l'espace clos des latrines a été propice à la conservation. Ce sont bien sûr des objets fragiles et délicats qui, en fait, n'arrivent quasiment jamais intacts parce que quand on ouvre une lettre, on brise le seau. Et en plus, nos spécimens, ils ont été vraiment conservés sous des centaines de kilos de terre. Donc, le poids des terres, le contexte humide, les variations de température, etc., même l'acidité des sols fait que ça les a attaqués. Mais on a pu en reconstituer quelques-uns, comme vous avez pu voir, et on a pu s'amuser à identifier les armoiries des personnages qui avaient non pas fréquenté la cour de Louis XIV, mais qui ont correspondu avec les courtisans. Ça, c'est voilà, c'est un espèce de négatif de ces personnages. Donc, c'est les expéditeurs qui ont envoyé ces lettres et on s'est amusé comme ça à reconnaître la famille de Habsbourg-Lorraine. C'est pas rien, Habsbourg-Lorraine, c'est une famille quand même, une des familles régnantes en Europe. Vous avez les Boufflers. Je vous mets celle où on avait vraiment bien pu reconstituer le blason. Vous voyez encore du dessin technique qui permet de mettre en valeur des choses. Et donc, la famille de Noailles, et puis il y en a d'autres, mais on est obligé d'essayer seulement d'imaginer en fait cette correspondance parce que le papier résiste beaucoup moins aux affres du temps que la cire et donc n'a pas été conservé. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces cachets nous permettent d'entrevoir littéralement l'intimité de la cour de Louis XIV. L'intimité, parce que ce qui est le plus étonnant dans cette découverte, c'est de constater le détournement de l'usage du courrier
qui suggère en fait la présence de ces seaux de cire dans des latrines. Il se trouve que les lettres sur lesquelles ils ont été apposés ont été jetées dans la fosse, certainement parce qu'ils ont servi de papier hygiénique. Donc, ça peut prêter à sourire, mais effectivement, on retrouve les seaux, mais parce que voilà, ces lettres-là ont servi de papier hygiénique. C'est voilà, c'est les détournements qui peuvent prêter à sourire, mais c'est pour ça que j'ai mis ces objets dans les objets d'hygiène. Ça me faisait sourire. Et puis, je vais terminer cette conférence en vous présentant les objets de distraction et de loisirs, parce que parmi les surprises que peuvent révéler des fouilles, on en a certaines qui sont vraiment très attachantes. C'est les objets vraiment du quotidien qui peuvent en fait nous permettre de nous glisser dans la peau des hommes et des femmes qui y vécurent. C'est vrai que c'est le cas avec les objets que je vous ai présentés jusque-là, mais c'était vraiment des objets de prestige. Sachez que parfois la vaisselle, quand elle est trop prestigieuse, elle n'est pas utilisée. Elle sert parfois juste d'ostentation. Hein. Là, je vais vous présenter effectivement des objets liés à la distraction, la tabagie ou les jeux de société. Sur d'autres sites, on a trouvé des instruments de musique, pas à Marly, mais je sais qu'à Versailles, il y a une guimbarde et il y a un morceau de flûte qui ont été trouvés. Et là, c'est vraiment des objets dont on sait qu'ils ont été vraiment manipulés, probablement pas par la même population, entre guillemets. Hein. Là, on ne parle pas des courtisans, mais plutôt effectivement de classes plus populaires. Et en effet, le site de Marly s'est révélé prolixe, hein, en objet populaire et de petite taille, et donc égaré par les propriétaires dans les latrines, hein, les dés qui tombent des poches ou la pipe hein, qui tombe de la poche. Et justement, alors voici hein, ce qu'on peut trouver. Ça, c'est un foyer de pipe, des dominos, des dés en os, ça c'est un os qui a brûlé, qui a pris cette couleur, des pions, des jetons, etc. On va s'intéresser à la pipe, alors ça c'est vraiment des objets que moi j'apprécie beaucoup, que j'ai plusieurs fois examinés de très près. C'est des objets qu'on trouve beaucoup en fouille et qui sont très commodes hein, parce qu'ils peuvent permettre vraiment de dater les couches parce que l'évolution des formes est très très précisément datée. Donc en Europe, on sait que la consommation de tabac importé des Amériques se répand au XVIe siècle, pas avant, et devient courante au début du XVIIe siècle. Les premières pipes à tabac, parce qu'il y en a conservé à d'autres choses, mais les premières pipes à tabac en terre, d'abord ont été fabriquées en Angleterre, puis en Hollande, en Allemagne et en France. Et la production en France débute au milieu du XVIIe siècle. Donc la fabrication se fait d'abord à la main, puis par moulage, et finalement est mécanisée. Et donc elle se répand, se diversifie, se multiplie au XVIIIe siècle. Alors en France, il faut savoir que ce n'est pas les nobles qui fument la pipe, eux prisent le tabac. La pipe, c'est vraiment l'apanage des marins, du bas peuple, des soldats. Et c'est donc un marqueur social très, très fort. En fait, jusqu'au XXe siècle même, hein, il y a vraiment une distinction. Ensuite apparaissent les cigarettes, donc c'est encore autre chose. Donc, c'est un marqueur social très fort. Et c'est vrai que c'est peu onéreux, ça coûte quasiment rien. C'est les fameux brûle-gueules, hein, ceux que, quand elles sont trop courtes, elles finissent par brûler les lèvres. Et on sait aussi dans les cimetières qu'on retrouve souvent sur les crânes une usure des dents due au tuyau de pipe qu'on mordait, hein, comme ça. Hein. En tout cas, elles sont pas chères, elles sont fragiles, elles sont facilement jetées. Et donc, je vous ai dit, elles font partie des objets les plus retrouvés sur les sites modernes. Et donc, l'évolution des formes hein, permet vraiment de les dater quasiment en un coup d'œil, hein, parce qu'il y a des tableaux qui ont été dressés du diamètre, etc. Et ça permet de dater très, très précisément. Alors, le troisième pavillon du Levant en a livré 29 spécimens. Ce n'est pas énorme, il y a eu des sites où on en a eu un peu plus, mais il y a quelques spécimens intéressants avec des fourneaux entiers. On en a certains avec un décor, alors très, très simple, hein, géométrique à la molette, ou un peu plus complexe. Vous voyez celui-là qui a une très jolie torsade comme ça, qui a été piqueté à la molette après. On a certaines qui ont reçu une couverte. On voit le tuyau de pipe en terre cuite ici. Et donc là, la couverte rouge. Et puis ceux qui ont des fourneaux qui ont une forme un peu plus particulière. La plus courante de forme, c'est celle-ci. Hein. Vraiment, est-ce que j'en ai? Voilà, celle-ci. Hein. Hop. Donc, vous voyez que l'autre tuyau que je vous ai montré a une forme un peu particulière. Et puis surtout, ce qui est très précieux, c'est qu'on a deux marques de fabrique. La première, hein, l'inscription SH que vous voyez là,
surmonté d'une couronne. Donc ça, c'est le talon d'une des pipes, qui est d'ailleurs quasiment complète, hein, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, je la remonte, hop, c'est celle-ci. Donc, la pipe est quasiment complète. Et la seconde, alors, hop, vous pouvez lire Paris ici. L'inscription complète indique Gambier à Paris, M et M est déposé. Alors, c'est vrai que les dimensions permettent de proposer des datations hein, pour ces petits objets, mais les marques de fabrique, bien sûr, c'est encore plus utile dans cette optique. L'inscription SH a pu être identifiée comme la fabrique Sorthose and Hill, active en Angleterre au XVIIe siècle. Et la marque de la manufacture Gambier, dont on connaît les catalogues, en fait, qui est très bien documentée, permet de dater cette pipe précisément de 1903. Et donc, la consommation de tabac dans des pipes en terre cuite est attestée depuis le XVIIe siècle et jusqu'au début du XXe siècle. Donc, ça fait 3 siècles de consommation de ces petites pipes à Marly. Et bien sûr, c'est la consommation quotidienne des gardes, du personnel du château, du petit peuple et pas des courtisans. Et je vais finir avec les objets liés au jeu. Je vais vérifier l'horaire. Donc, c'est des objets qui sont aussi assez émouvants, hein, qui nous permettent de toucher encore une fois du doigt le quotidien des gens. Donc ça, c'est des objets qui remontent au XVIIe et au XVIIIe siècle. En effet, sous l'Ancien Régime, les jeux se multiplient, les cartes, les loteries, etc. Et dans toutes les classes de la société. Jeux de hasard et jeux d'argent, progressivement ont une place économique toujours plus importante, mais en même temps engendre à la fois fascination, les gens jouent comme des fous, hein, et répulsion. C'est-à-dire que pour les hommes du diable, d'église, bien sûr, c'est l'œuvre du diable, hein, les jeux, hein, bien sûr. Donc, répulsion et puis contrôle et répression, hein, parce que ça faisait des troubles à l'ordre public, etc. Mais il faut savoir que malgré tout, tout le monde joue. Les ruraux et les citadins, les riches et les pauvres. Les aristocrates, bien sûr, jouent, vous le savez, Marie-Antoinette est connue pour ça, mais même à la cour de Louis XIV, on jouait régulièrement, hein, et donc jouent pendant leurs loisirs. Les soldats, par exemple, les gardes hein, du château jouent pendant leur oisiveté, et effectivement, à la fin du XVIIe siècle, le jeu irrigue toute la société. Et puis le XVIIIe siècle, hein, c'est le grand siècle du jeu. Durant toute la période, les jeux d'argent et de hasard, en fait, sont l'objet d'interdictions répétées. Le problème, c'est que ça ne marche pas parce que, enfin, si on a fait plusieurs décrets d'interdiction, c'est que les premiers n'ont pas marché. Donc, c'est vraiment un aveu d'inefficacité, mais c'est des sources de désordre social, hein, bien sûr. Mais comme ça devenait inévitable, évident, etc., au lieu de réprimer, eh ben, on a taxé pour pouvoir en tirer une source de profit, tout simplement. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il faut considérer ces objets retrouvés en fouille. Sur le site donc, du 3e pavillon du Levant, on a des dés qui, à l'instar des pipes en terre cuite, peuvent être un reflet de la vie des gardes hein, qui cherchent à tuer le temps, tout simplement. On a des dominos, vous les voyez là, qui est un jeu vraiment peu onéreux, facile à transporter comme les dés d'ailleurs, hein, et qui sont certainement aussi utilisés par des gens du peuple. Et puis, on a ces jetons-là. Alors ça, c'est peut-être moins populaire que ces petits jeux-là qui sont extrêmement facilement transportables, qui ne sont pas chers. Les jetons, hein, alors on ne sait pas trop si c'est des jetons de loterie ou bien des jeux de dames ou de trick-track, hein, qui sont des jeux extrêmement en vogue sous l'Ancien Régime. En tout cas, tous ces jeux-là sont des jeux de hasard, théoriquement interdits par la loi, mais comme on peut voir, les jetons certainement d'un niveau social un peu plus élevé, toutes les classes jouent malgré les interdictions du jeu, hein, tout simplement. Voilà pour ce tour d'horizon de ces objets donc, trouvés dans les fouilles de Marly. Donc, comme vous l'avez vu, hein, ces objets sont certains d'un grand prestige et d'autres beaucoup plus triviaux, mais donc ils permettent de se faire une idée de la vie menée par les occupants à Marly, qu'ils appartiennent à la très haute société ou qu'ils fassent partie du petit personnel du château. Et c'est ça qui nous les rend attachants, hein, cette capacité à nous rapprocher des gens disparus depuis longtemps et donc à imaginer hein, en fait ce que pouvait être la vie dans ces endroits.